Ah bah, salut à toi, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Salut, pas. Salut fiston. Salut. Ça va bien, oui. Merci de m'avoir invité dans ton émission, c'est super. Ça fait plaisir. Ici. Oui, ouais. ça va, ça fait plaisir. En fait, tu m'as invité parce que tu voulais nous parler de l'école, peaufiner un peu plus le sujet de l'école alternative. Effectivement. Et puis, en fait, moi, ma première question en tant que jeune, je me demandais à quoi ça sert la commission scolaire. Ah, une très belle question, fiston, que tu nous poses là. C'est une réponse assez difficile à répondre, et tu fais bien de la soulever, hein, parce que quand on peaufine un peu, avant de pouvoir répondre même à cette question, à quoi ça sert, il faudrait qu'on remonte un peu dans l'histoire, à quoi ça... d'où ça vient, c'est ça, d'où ça vient, qui a planté ça, et puis essayer de comprendre si son utilité aujourd'hui, d'accord? Donc tu vas me suivre un peu, on va faire un petit cours d'histoire. On va remonter le 20 juillet 1941. La Chambre d'Assemblée adopte un projet de loi qui permet l'établissement d'un nouveau réseau d'écoles dirigé par des commissaires élus, hein, c'est comme les débuts, et subordonnés au conseil municipal. Mais c'est en 1845, d'accord? Donc ça c'est encore plus vieux que ta grand-mère et que ton arrière-grand-mère, qu'est prise l'une des plus importantes mesures de toute l'histoire du système scolaire québécois, la création des commissions scolaires. Donc ce sont des organismes qui ont la particularité d'être indépendants du conseil municipal et de relever directement du surintendant de l'instruction publique. Voilà, donc ça c'est avoir une idée un peu d'où ça vient. Donc c'est quand même assez vieux au niveau par rapport à aujourd'hui. Et pour revenir à la question à quoi ça sert, on va essayer de... Je ne sais pas si pour ceux qui se souviennent, toi tu n'étais peut-être pas né, hein, il y a quelques années, Mario Dumont avait soulevé lors des élections en 2006, il lançait le débat, faut-il ou non abolir les commissions scolaires, parce que justement il se disait c'est un système, je reprends un peu ces mots, une bureaucratie qui essaye de se suffire à elle-même au niveau des taxes scolaires un peu imposées dans nos municipalités. Et il se demandait, mais pourquoi pas remettre ces services-là aux écoles propres eux-mêmes, aux écoles et aux municipalités? Donc c'était comme s'il commençait à y avoir un intermédiaire de trop. Et donc c'est sûr que quand il a lancé ça, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde et encore moins aux premiers concernés. Hein. Pas vous les enfants, mais les gens de la commission scolaire, c'est sûr. Donc vous les jeunes, vous êtes pris un peu dans ce débat, et puis je veux juste pour qu'on se rappelle un peu de cet événement-là, justement, qu'en 2006, Mario Dumont avait commencé à lancer ça. J'ai trouvé une petite vidéo sur Internet de l'émission, justement, où Mario revient un petit peu là-dessus, sur cette polémique qu'il avait lancée, et qui, depuis 2006, je vous le rappelle, est repris de plus en plus, surtout à partir de 2009, par les politiciens eux-mêmes, et ça devient même une possibilité d'enjeu politique que de commencer à songer à remédier à, vous l'avez vu, il n'y avait pas longtemps, ils ont annoncé des grosses coupures de budget, des abolitions de postes. Donc on commence effectivement à ce qu'a lancé Mario n'était pas si fou. On l'écoute tout de suite. Et pour la revue de l'actualité, Jacques Dupuis est à nouveau avec nous. Bienvenue, Jacques. Salut, Mario. Alors, les commissions scolaires sont en congrès. Je m'arrête d'abord sur le thème du congrès, la communication politique efficace. C'est-tu dans le mandat des commissions scolaires? Je pensais que c'était les enfants, moi. Mario, ce que je constate, moi, là, c'est qu'ils sont en congrès pour améliorer leur image, parler de communication. Puis, sais-tu quoi? C'est de ta faute. Mario, c'est moi qui les ai mis sur le grill. C'est ta faute, Mario, quand tu as dit qu'il faut abolir les commissions scolaires, puis que vous avez fait campagne sur l'abolition des commissions scolaires, t'es énervé. Alors là, ils font un congrès, ils dépensent beaucoup d'argent pour être capables d'améliorer leur image puis de mieux parler aux gens. On est allé parler au président du congrès, Alain Grenier. On l'écoute là-dessus. Moi, je pense que oui, ça serait fou de pas le dire. On a un problème d'image, là. C'est pour ça qu'on s'y penche, là. Puis le problème d'image, c'est le problème d'être élu. Puis, moi, je pense essentiellement, le débat porte là-dessus, là. Est-ce qu'on est légitimé par l'élection de prendre la parole au nom de la population? Et M. Grenier réfère à l'élection. On a un petit tableau. Ce matin, en ouverture de congrès, ils se sont fait présenter des chiffres de sondage par Léger Marketing.
64% des gens n'ont jamais voté une élection scolaire. Et les raisons que les gens évoquent, 53% disent qu'on ne connaissait pas les candidats, 47% disent qu'on ne connaissait pas les enjeux. Ça, je trouve ça fort quand même parce que je peux pas croire qu'on ne connaît pas les enjeux des commissions scolaires ou des élections scolaires, mais enfin. Et 39%, ça c'est encore plus fort, c'est terrible, ne savaient pas qu'il y avait ça au Québec, des élections scolaires. Reste que moi, ce congrès-là me frustre profondément parce que aujourd'hui, les commissions scolaires dépensent de l'argent. Un congrès au Reine-Élisabeth, c'est pas gratuit. Ils dépensent de l'argent pour se faire un congrès, de l'argent qui aurait dû aller à l'éducation. Les commissions scolaires, c'est de l'argent de l'éducation. Tout ça pour planifier quoi? Parce que s'ils parlent de leur image, là, on sait comment ça se corrige l'image en politique ou ailleurs. Tu vas faire d'autres sondages, des campagnes de publicité, des dépliants. Donc, tout ça pour dépenser d'autres argent pour leur image. C'est le problème de toutes les grandes organisations. Puis là, avant que tu le dises, je vais te le dire, y compris certaines fois des gouvernements, quand ça va pas bien, puis quand ça marche pas à notre goût, on blâme les communications. Au lieu d'être capable de faire un auto-examen qui dit en sorte, y a-t-il des affaires qu'on fait dans le contenu qui sont pas correctes, qui sont pas comprises, plutôt que de dire, c'est parce que nous autres, on a raison, là, mais c'est parce que les gens comprennent pas. Les gens comprennent pas. Ben oui, c'est la population qui... C'est ça. Reste que moi, je me dis, si les commissions scolaires, j'ai vécu quelques expériences, étaient obsédées par le bien-être des enfants, que tout le temps, ils étaient au-devant des coups, un enfant en difficulté. Il me semble que ça remonterait qu'à un moment donné, dès que tu parlerais contre les commissions scolaires, là, ça appellerait des lignes ouvertes, on recevrait des courriels de bêtises, des témoignages de parents qui diraient la commission scolaire, elle nous aide, elle s'occupe de nos enfants. La preuve de ça, Mario, c'est quand l'ADQ a dit il faut les abolir, les commissions scolaires. Là. As-tu vu des chemises se déchirer dans la rue? As-tu vu des gens? Évidemment, eux sont sortis à ce moment-là, c'est évident. Mais est-ce que tu as vu dans la population là une levée de bouclier? Faites pas ça. Non, c'est dans l'apathie totale. Mais c'est toujours pas fait. Et c'est pas fait. Parce que c'est la loi de l'inertie. S'ils n'étaient pas là, on l'écrirait pas. Mais parce qu'ils sont là... Puis personne n'ose se lancer dans la grande réforme. C'est ça, exactement. Puis c'est une grosse tâche à accomplir. Puis en plus, il y a des lobbies. C'est un lobby extrêmement puissant. Et malheureusement, au Québec, là, on n'est plus capable d'attaquer les lobbies. Là. Ça, de moins en moins. Plus faire ça. Ah, de ce que je comprends de ce que disait Monsieur Dumont. Monsieur Dumont, hein, Oui. c'est ça? Oui. Ça sert à rien, les commissions scolaires? Wow. On va pas aller trop loin, là. On peut pas dire que ça sert à rien. Imagine que depuis 1845, ils ont bâti, Dark Vador appellerait ça un empire, mais on va appeler ça une sorte de bureaucratie qui a quand même placé des éléments pour qu'aujourd'hui tu puisses aller, par exemple, en autobus à l'école, avoir un système d'éducation. Donc, on ne peut pas dire que ça sert à rien. Maintenant, on se demande si l'utilité est de pouvoir relayer, de ne pas avoir deux postes de fonctionnaires de payer pour peut-être pouvoir faire la même chose et de redonner le lien direct entre les parents peut-être et l'école sans avoir un intermédiaire comme la commission scolaire. Par exemple, ce que vit Val d'Espoir en ce moment, c'est une problématique, par exemple, de pouvoir mettre son système éducatif en place. Parce que si toi, un jour, tu veux aller à l'école alternative, il faut que tu retiennes que c'est un combat de David contre Goliath qui est en train de vivre un petit village d'irréductible, comme d'ailleurs la plupart des villages qui ont voulu transformer leur école en école alternative, ils ont frappé des murs. Alors parce que tu ne peux pas aller directement à l'école, voir la directrice et dire on aimerait ça, participer à l'éducation de notre enfant. Ben non, il faut que tu ailles voir une ville beaucoup plus loin, et dans le cas de la commission René Lévesque, c'est Bonaventure, donc c'est pas à côté. Puis il faut que tu essayes de parler avec des commissaires qui sont loin de la réalité quand même, il faut le dire, ils ne sont pas du tout dans le village, même s'il y en a un qui représente le secteur sur les 21, je crois, commissaires qu'il y a. Bon, ça donne un peu une idée de... voilà, l'éloignement. Nous, on essaie de préparer un reportage là-dessus. Quand vous essayez, je veux parler à la directrice directement concernée de l'école de Val d'Espoir, je ne peux pas. Il faut que j'appelle un conseiller ou de communication, de relations et de communication à Bonaventure. Mais tu seras d'accord, cette personne-là ne connaît pas forcément les avis personnels de la directrice. Donc, tu vois, c'est quand même une machine assez complexe. Et donc, c'est intéressant de la remettre en question. Et puis d'ailleurs, je rappelle aux gens qui nous écoutent qu'il y a des élections en 2014 pour
réélire, il va y avoir beaucoup moins de commissaires, hein, il y en a 21 aujourd'hui, puis ça passe à 9, pour représenter, voilà, pour positionner ça entre les parents et les écoles. Donc, comme je ne pouvais pas m'en sortir tout seul, j'ai fait appel à des experts et des professionnels dans le milieu, des collègues à nous autres, des journalistes enquêteurs, du canal des Nouvelles Absurdes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces journalistes, qui vont un peu nous introduire avec des reportages très intéressants sur les commissions scolaires. Voilà. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à un premier bulletin de Nouvelles Absurdes sur LCNA, le canal des Nouvelles Absurdes. Pour commencer, regardons maintenant ce qui se passe du côté des commissions scolaires. Alors qu'elles ferment des écoles, coupent dans certains services et dénoncent leur sous-financement, les commissions scolaires du Québec jouissent d'un confortable bas de laine de 300 millions de dollars. En effet, les données fournies par le ministère de l'Éducation révèlent que les commissions scolaires affichaient un surplus accumulé de 298,2 millions de dollars dans leur état financier. On souligne également que ce surplus budgétaire a bondi de 50 millions de dollars. Voyons ce que Ginette a préparé pour nous. Oh, messieurs, madame, je vous souhaite la bienvenue, puis j'espère que vous avez tous et toutes passé une belle semaine dans les Antilles lors de notre dernier congrès. Il n'y a rien à rajouter. Tout était exquis. Ma femme a bien aimé le service 5 étoiles. Les terrains de golf sont extraordinaires. Le problème, il faisait tellement beau qu'on oubliait de rentrer pour assister aux conférences. Et en passant, vous avez lu l'article dans le journal qui fait état de notre bas de laine, 300 millions. Je vous avoue sincèrement que ce matin, pendant une fraction de seconde, je me suis senti un petit peu mal. Pourquoi pas détourner leur attention sur Hydro-Québec? Détourner leur attention. Tiens. Peux-tu expliquer qu'est-ce que tu veux dire, ton plan? Pourquoi pas leur dire que Hydro-Québec ne veut pas accorder de tarifs spéciaux aux commissions scolaires? Ces maudits-là s'engraissent à chaque jour et n'ont aucune sympathie pour leurs semblables. Les journalistes seraient contents d'apprendre que Hydro-Québec ne veut pas nous accorder de tarifs spéciaux à nos pauvres écoles. Excellente idée. Ah, j'aime bien ça. Ah, vous connaissez les médias en passant? Hein? Des vrais chiens. Vous leur lancez un os, ils sautent tout dessus. Vous lancez un deuxième os, ils quittent le premier, puis ils sautent sur le deuxième os. Non, sérieusement, là. Des nouvelles plus réjouissantes. On va verser cette année 1,4 million en boni à des cadres collégiales. Yeah! Ça, c'est bien. Mais collégial, je comprends pas. Ben, nos directeurs d'école de cégep, là. Moi, j'aime mieux le mot collégial, je vous avoue sincèrement. Ça fait plus, comment je pourrais dire, collégial. Oui, mais qu'est-ce qu'on leur dit s'ils demandent pourquoi on lui donne une prime? Dites-leur le salaire du président d'Hydro-Québec. Bon, la réunion est levée et on se revoit au congrès d'Acapulco. Acapulco la semaine prochaine. Hey, c'est le fun, j'ai déjà mon bronzage. Incroyable. Incroyable. Bon, tu vois, ça nous donne un petit peu plus un avis très non objectif de ce que c'est que tout ça. Mais tu vois, ça fait partie, tu vas apprendre en grandissant, ça fait partie de ces grands questions philosophiques. Pourquoi y a-t-il deux pharmacies à Percé? Pourquoi l'univers et ainsi de suite? Pourquoi le ciel est bleu, tu vois? Donc voilà, donc on va essayer de comprendre un peu plus le rôle des commissions scolaires, toujours avec nos amis du canal des Nouvelles Absurdes. Poursuivons encore avec les commissions scolaires. Après la commission scolaire des Samars à Joliette, et alors que les écoles dénoncent le manque de ressources, l'achat de portables
et d'accès Internet pour les commissaires est en train de se répandre partout au Québec. 5 commissions scolaires offrent déjà ce privilège à leurs élus et le phénomène ne fait que commencer, a appris LCNA. Regardons le reportage de Ginette. Pour la 10e fois, pour allumer l'ordinateur, il faut ouvrir le couvercle et peser sur le bouton là. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive si je pèse sur le piton sans ouvrir le couvert? C'est impossible. Tu peux pas ouvrir, peser le bouton sur le couvercle. Il est pas ouvert, allumé. C'est impossible. Fait au moins 2 heures, j'essaie de vous le dire. Oh, le vendeur, faut pas s'énerver avec ça. À chacun son métier, hein? Nous autres, là, les ordi, on connaît pas ça. On est là pour éduquer les gens, leur montrer la bonne voie. On est leur guide. Ah, bonjour, bonjour. Oh, madame, on ne pourra pas encore cette année acheter du matériel scolaire. On n'a pas les moyens, vous savez. Ça fait longtemps qu'on a des services à rendre et puis c'est impossible, encore une fois. Vous comprenez ça, la situation. Vous savez, nous, on est des vrais bâtisseurs. Donc, c'est comme nos ancêtres, voyez-vous, là. Il va falloir... Bon, à ce temps, comme on a compris comment on peut l'allumer, on va vous montrer comment le faire fonctionner. On devrait pas plutôt commencer par la base. C'est pas ça qu'on est en train de faire, là? Je comprends pas, là. Non, je parle les jeux vidéo qu'il y a dedans, les sites pornographiques. Ils disent que les sites pornographiques, là, c'est facile là-dessus. Comme vous voulez, là. Bon, premièrement, il faut se connecter. Premièrement. Ah, bonjour, Madame Vachon. Justement, on discutait justement de vous. Malheureusement, on ne pourra pas encore cette année fournir de l'aide pour les petits déjeuners, vous savez. On est toujours des bâtisseurs, puis à votre âge, puis mon âge, vous savez, on est des bâtisseurs, puis nos ancêtres, eux autres, lorsque... J'espère que l'Internet est payé par la commission. Ça risque de coûter pas mal cher de visionnement. Bien entendu, voyons, messieurs, bien entendu. Tout est payé par la commission scolaire. L'Internet, c'est payé au complet. Et à part ça, à tous les 5 ans, ils vont nous remettre chacun un ordinateur. C'est bien. Donc, c'est bien. Ben, le matin, il va falloir que je commence à aller apprendre à lire et écrire. On comprend mieux maintenant pourquoi il y a autant de décrochages scolaires. Ben, Oui. tu sais, c'est bien beau de critiquer, mais nous, les jeunes, ben, tu sais, j'ai un de mes amis qui a été dans une école qui s'appelle l'école du Papillon d'Or. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non. Mais ça va peut-être permettre aux gens ça serait bien qu'on monte le petit reportage, parce que ça va permettre aux gens de savoir c'est quoi une école alternative, vu que notre sujet quand même, hein, tu m'as fait venir, c'est parce que c'est pour Val d'Espoir, et on voudrait savoir c'est quoi les écoles alternatives, à quoi ça sert. Il y a beaucoup de préjugés, en tout cas vous les adultes, vous en avez un tas de paquets de préjugés, et puis nous ce qu'on veut, c'est être bien éduqués. Alors on se demandait, ça serait bien qu'on montre un peu le côté créatif de la chose, parce que Val d'Espoir, ils sont en train de un peu comme Astérix et Obélix. Hein, c'est en train de se battre pour essayer de garder leur école ouverte, mais d'essayer de transformer le modèle éducatif en une école alternative. Oui. Donc, j'ai trouvé, moi, un petit reportage sur l'école Papillon d'Or que nous partagent avec grande joie et plaisir nos amis de Télé-Québec. Qui va permettre aux gens de connaître un peu plus, et toi aussi de connaître un peu plus, et que tu arrêtes de critiquer. Hein, ça va là. Pour, c'est ça, passer en mode créatif et de se dire, l'idée c'est pas de faire la concurrence aux écoles ordinaires, c'est de créer un nouveau concept qui n'existe pas encore en Gaspésie. Alors voici à peu près à quoi ça peut ressembler une école alternative. Regardez.
Papillon d'or, pour moi, les gros souvenirs que je garde avec les passions que j'ai eues tout au long de mon primaire, c'est la liberté d'être créatif, de faire des projets. Parce qu'on est jeune, le monde s'ouvre à nous, puis Papillon d'or nous donne comme une chance de l'explorer à un niveau encore plus haut. C'est ça que je retiens de Papillon d'or. Quand on est venu visiter, on trouvait ça vraiment extraordinaire de rentrer dans les classes puis de voir que les enfants étaient occupés à différentes choses, mais tout le monde mélangé. Il y en avait des plus grands, des plus petits. Il y avait de l'entraide, de l'accompagnement. Puis c'était convivial, ça ressemblait à une famille. Mardi après-midi, il fallait fabriquer des traîneaux écologiques. Et ben aujourd'hui, jeudi après-midi, on est venu les tester. C'est une école verte, fait qu'on les fabriquait avec des objets recyclés comme du carton, puis une espèce de plastique blanc solide là, qui glisse bien, puis de la corde. Le REPAC, c'est le réseau public des écoles alternatives du Québec. On est 31 écoles qui faisons partie de ce réseau-là. L'important de participer à ce réseau-là, surtout étant donné qu'on est en Abitibi-Témiscamingue, c'est d'avoir un lien avec ce qui se passe, les nouveautés qui se passent au niveau des écoles alternatives. C'est le pic dedans. Là, tu roules. On a des ateliers l'après-midi, puis le matin, on a des cours. C'est vraiment le fun. Moi, je trouve ça. Moi, j'aime les ateliers multi-âges, à cause que moi aussi, je trouve ça vraiment le fun. Les projets personnels, à cause que c'est comme être un peu un mini-prof, puis ça, je trouve ça le fun. Ouais, c'est vrai. Il y a des ateliers parents qu'il n'y a pas à d'autres écoles. Puis ici, on travaille plus en équipe, là. L'élève de Papillon d'or arrive à 8h30 le matin et de 8h30 à 9h, il n'est pas avec son groupe d'âge. Il est dans ce qu'on appelle un foyer. Il y a des élèves de maternelle à 6e année, environ 2 et 3 de chaque année. Bouger. Et là, ensemble, ils vont faire leur horaire. Les grands peuvent aider les petits en étant tuteurs, en aidant à décrire, à faire les choix. Ça va bien? Ensuite, à 9h, tous les élèves de l'école s'en vont en cours. Donc, les maternelles se retrouvent ensemble, les premières années, et selon les groupes multi-âges de chaque année, où il va y avoir les cours de mathématiques et de français. Ça allait pour tout le monde, les ciseaux proches? C'est quoi déjà, Danick? Ensuite, à 11h, on retourne en foyer. On va faire un retour rapide sur l'horaire. Et ils vont faire une période de lecture. Après le dîner, il y a un petit rassemblement encore avec le foyer. Le papa Alexis, là, il parlait d'ajouter un atelier à 2 heures. Et dans l'après-midi, ce sont que des ateliers. Il n'y a pas de cours obligatoires comme tel. À 3 heures, on fait ce qu'on appelle l'objectivation, où tous les élèves retournent encore en foyer et racontent ce qu'ils ont fait de leur journée. Donc, tout le monde peut savoir, ah, vous avez vécu ça, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez appris. Dans les foyers, tous les niveaux sont là. Alors, c'est comme, ils sont toujours habitués. Moi, je trouve ça bien le fun qu'il n'y ait pas de, qu'ils ne pensent pas meilleur parce que tu es en 6e, tu sais. Pour les jeunes enfants, ça rassure énormément parce qu'ils ont un tuteur, un mentor qui est en 5e, 6e année, qui aide dès la rentrée scolaire les enfants dans leur agenda, dans la circulation dans l'école, à se repérer. Donc, ça rassure énormément à la fois les parents, mais les enfants qui rentrent à la maternelle. Et ce que ça procure aux plus vieux également, c'est un sentiment de fierté, de redonner également ce qu'ils ont, eux, reçu lorsqu'ils sont entrés à l'école. Par exemple, s'il y a un enfant qui a les mains sales et qui a oublié de se laver les mains, mais il y a un plus grand qui va lui dire viens, on va aller se laver les mains. Veux-tu, je vais t'aider. C'est la différence ici. Je trouve que c'est une belle philosophie d'entraide, puis les enfants l'intègrent. À Papillon d'or, le fait qu'ils vivent en foyer, qu'ils vivent proches, qu'ils connaissent, sont près des enfants, des tout petits, ils les protègent. Puis les tuteurs, ils prennent en charge, ils prennent à cœur leurs responsabilités. Numéro 10, la naudière. L'orientation des cours, des classes, le fait d'avoir des ateliers par des parents et avoir cette diversité d'ateliers-là, nos enfants se rendent compte qu'ils sont choyés un peu d'être à Papillon d'or parce que c'est pas n'importe quelle école qui est capable de fournir ce support-là et cette approche pédagogique-là également. J'ai des parents, moi, qui ont déjà dit, moi, là, je refais mon primaire. J'ai eu une mauvaise expérience, puis je suis tellement heureuse de venir dans l'école. Je me sens accueillie, je me sens à ma place. J'ai pas l'impression de déranger les gens. Qu'est-ce que vous remarquez sur le
autonome du Québec. C'est le plus gros. C'est le plus gros. C'est la plus grosse région. Je pense que c'est stimulant pour l'enfant de voir un parent qui a le goût d'être à l'école. Ça donne le goût de continuer l'école. Je pense pas que j'ai les compétences pédagogiques parce que nos enseignantes ont fait 4 ans d'université. Il y a des acquis que nous, on n'a pas. Mais pour moi, c'était important de participer, de ne pas remettre l'éducation de mes enfants dans les mains des enseignantes, non pas parce que je les crois pas compétentes, mais parce que moi, je crois qu'on a un rôle à jouer dans l'éducation de nos enfants. Oh, j'ai pas fait de spirale! Puis quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'est pas un prof, puis il a pas étudié là-dedans ou comme pédagogue. Mais moi, je répondrais à ça, on se développe pas juste à partir des qualités des autres, mais à partir de leurs défauts aussi. Si tu inscris tes enfants ici, là, c'est parce que tu aimes ça t'impliquer auprès d'eux. Hey, on applaudit! Ça, je pense que c'est une valeur qui est essentielle au niveau de l'école, de dire le parent est chez eux. C'est pas l'école des enseignantes, c'est l'école des parents aussi. Les enfants vivent des choses assez extraordinaires parce que les forces de l'un avec les forces de l'autre, les parents viennent animer des ateliers avec ce qu'ils ont comme potentiel puis comme projet aussi. Je trouve que ça enrichit, là. Si tu rencontres, je sais pas, un médecin, un chirurgien, un avocat, une artiste, tu vois ce qui t'interpelle parce que tu découvres, tu vas sur place, ils font des rencontres de métiers à chaque année. La madame, elle voulait pas glisser, fait qu'on s'est rajouté une bonne semelle ici, antidérapante. C'est quoi un Tekinagan? Il y a différentes personnes qui viennent leur présenter leur vision, leur métier, leur monde. Ça, je trouve ça vraiment une belle force de l'école alternative. Je donne un exemple comment le faire. C'est pas maintenant que vous commencez à chercher des affaires. Non, non, non. L'exemple, quand le professeur il déboule en avant pour expliquer, c'est là qu'on regarde. C'est un travail d'équipe en partie, où il y a beaucoup d'échanges de communication, beaucoup de transferts d'informations pour s'assurer que nos enfants, finalement, arrivent à développer l'ensemble des acquis au primaire afin d'arriver au secondaire avec une base solide. L'école alternative a une force là-dessus parce que tout petit, même en première année et même au préscolaire, on prépare déjà dans la formule de l'école vers ce passage-là parce que les enfants sont habitués à faire leur horaire. Sont habitués à gérer leur temps, gérer leurs devoirs et leçons. On les prépare à donner un échéancier. Donc, c'est toutes des choses que les enfants vont faire au secondaire. C'est plus facile aussi de se repérer dans les locaux, de changer de classe à chaque période. C'est déjà du vécu ici. Je me suis pas sentie perdue, déstabilisée ou rien de ça. J'ai facilité à me faire des amis, puis j'étais beaucoup moins gênée de parler aux adultes. J'avais une facilité, ça coulait naturellement. La technique, c'est la couleur, mais là, on utilisait le rouge. Pourquoi, Meryl? Je pense que c'est le fait de m'ouvrir aux autres, de ne pas avoir peur non plus de parler au professeur parce que j'étais déjà habituée d'être en relation avec des adultes, autres que le professeur même, là, avec les ateliers parents, tout ça. Tout ce qu'on a mis en place, ça a une raison d'être. Que ce soit les tables, que ce soit les tapis pour la causerie, que ce soit les tableaux de programmation où l'enfant fait son horaire à partir des matières obligatoires, puis aussi à gérer son temps. Donc l'enfant, s'il n'arrive pas dans son travail personnel parce qu'il a trop choisi d'atelier, il est conscient qu'il doit amener du travail à la maison. Par contre, il y a la possibilité de dire là, je ne suis pas assez avancée dans mon travail personnel, donc je vais me priver peut-être d'un atelier que j'aurais aimé faire, mais pour m'avancer dans mon travail. Donc, on a tous mis en place des moyens de permettre à l'enfant de développer cette autonomie-là, parce que c'est sûr que si on le guide toujours de 8h30 à 9h, tu fais ça, de 9h à 9h30, il n'en prend pas de décision. Ils sont habitués d'être libres aussi, ils sont habitués on travaille l'autonomie. Ici, ils arrivent en maternelle, puis ils apprennent à devenir autonomes, puis ils apprennent à fonctionner au sein de cette grande famille-là de papillons d'or. L'autonomie de ne pas attendre que quelqu'un les guide. À 8 heures, on fait ça. À 9 heures, on va dans le local d'éducation physique. Non, l'enfant a un guide. L'enfant doit apprendre à gérer une journée comme ils vont avoir à le faire au secondaire, comme ils vont avoir à le faire dans la vie.
Chez les enfants qui fréquentent Papillon d'Or, le taux de décrochage est de 0 % dans les 10 dernières années. Donc, il y a des enfants qui ont doublé certaines années. Il y a des enfants qui ont des difficultés scolaires ici à l'école. Ce n'est pas une école élitiste. On retrouve les mêmes difficultés d'apprentissage ici à Papillon d'Or que dans les écoles régulières. Donc, le fait qu'on ait un taux nul de décrochage scolaire, de réussite éducative à 100 % fait en sorte que les commissaires ont été étonnés d'apprendre cette statistique-là, mais ils n'ont pas été étonnés lorsqu'on leur a expliqué la façon que l'école fonctionnait et l'implication acharnée des parents dans la réussite éducative de leurs enfants. Les parents sont des co-éducateurs, puis ça, c'est un point que j'ai vraiment apprécié à l'école, de pouvoir avoir sa place, pas juste sur le plan de venir aider à l'école, mais sur le plan administratif, sur le plan même pédagogique. Le comité pédagogique, c'est un comité qui est au cœur de l'école. Il y a autant d'enseignantes que de parents sur ce comité-là. Donc, les parents ont leur place, les parents font des choix, proposent des choses, les enseignantes amènent tout l'esprit des programmes. Ça, avant, toutes les écoles alternatives fonctionnaient avec des foyers. C'est un comité fantastique où tu sens que tu as ta place, tu peux dire les choses, tu peux faire changer les choses aussi, mais c'est toujours dans le respect de tous les enfants. Ce qui est bien dans ce genre de comité-là, c'est que les gens qui y participent, ils vont pas là pour leur enfant, ils vont là pour l'école, pour le bien de l'école. Ce qui est particulier ici, c'est que nos enfants progressent à leur rythme. Les évaluations que les enseignantes portent sur nos enfants se font sur une base individuelle et non nécessairement dans un esprit de groupe. Donc, les enfants ne sont pas en compétition avec le restant de l'école, mais sont, je pourrais dire, en compétition avec eux-mêmes. L'objectif, c'est de se dépasser soi-même au niveau de leur apprentissage. Dans les deux mondes, il y a des forces et des défis dans les deux. Mais l'avantage de passer dans une école alternative, je trouve que c'est la pédagogie est centrée sur l'enfant. Et on prend les enfants où ils sont, puis le but, c'est de les amener plus loin, en respectant leur goût, leur intérêt, leur choix, leur potentiel. Il n'en demeure pas moins qu'on doit toujours être vigilant au niveau de l'intégration de Papillon d'Or comme école alternative au sein de la Commission scolaire de l'Or et des Bois. Donc, on doit s'assurer au conseil d'administration et au conseil d'établissement que les valeurs de l'école se retrouvent bel et bien à l'intérieur des programmes du ministère de l'Éducation. Les 4 premières planètes sont faites de roches, les 4 dernières sont faites de gaz. C'est tous des petits anneaux. Pendant l'année, ils ont réalisé plusieurs projets personnels, mais qui partent d'eux en totalité. Mais ils sont pas visibles. Ça nous permet de mieux connaître les élèves, eux aussi, de mieux connaître leurs goûts et intérêts et de pouvoir partager tout ça avec parents, enfants et enseignants. Les enfants peuvent faire de l'apprentissage sur un sujet qui les passionne. Alors, tu n'as pas à les motiver. Hein, le moteur est intérieur. Petits projets avec des petits-enfants, mais les projets grossissaient avec eux autres. De partir d'une toute petite idée et que 6 semaines plus tard, c'est présenter la réalisation de tout ça, mais pour l'enfant, il se dit « Wow, j'ai réussi en 6 semaines à faire ça ». Donc, pour l'estime des enfants, c'est génial aussi. Oui, moi, je trouve que tu connaissais bien ton sujet, les choses. C'est quand que... Vivre des projets, les mener à terme, les réaliser, fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est encore des enfants qui ont plein de projets. Ils s'engagent dans quelque chose, ils persévèrent puis ils vont jusqu'au bout. Je dirais que ça a été la force que développé. Ça leur a développé des compétences de vie. Je trouve des choses qui sont en dehors du milieu scolaire, là, mais qui va leur permettre de réaliser leur vie, leurs projets, leurs rêves. Toutes les occasions sont prétextes à une fête à Papillon d'Or. Les activités d'Halloween, de Noël, de fin d'année, bref, c'est un peu comme un gros party de famille où tout le monde se réunit. Tout le monde échange, discute, tout le monde partage les repas, donc ça fait une ambiance assez festive et assez particulière. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'à Papillon d'Or, on est tricoté serré. Il y a une partie de notre cœur, je pense, qui est restée ici. Étant donné que je faisais partie des parents fondateurs, un des souvenirs qui me touche le plus, c'est quand on a eu un oui, qu'on mettait en place
l'école alternative. Ce que j'en retiens de mon passage, c'est l'esprit de famille qu'il y avait dans les foyers, avec les parents aussi qui venaient nous voir, puis le fait de s'occuper des plus jeunes que soi aussi, de monter des activités pour eux, d'être capable justement d'exprimer aussi nos intérêts en faisant des projets particuliers là, pour les autres. Là. Moi, je pense que c'est l'accueil, c'est la chaleur, c'est l'aspect familial, c'est l'aspect convivial qu'il y a à l'école. Qu'on fasse du social ou qu'on fasse des apprentissages académiques, on a du plaisir. Puis on entend rire des parents, puis on entend rire des enfants. Moi, c'est ce qui était ma plus belle récompense, comme direction, puis comme parent aussi. Le fait de sentir que nos enfants sont heureux. Quand on est heureux à l'école, on a le goût d'apprendre, on a le goût d'aller à l'école. Et ça, pour moi, c'est un gros plus. Tous les matins, mes enfants sont heureux de venir à l'école. Franchement, ça a été une vie familiale. On s'est impliqués, on avait la chance de le faire, on a pu profiter de nos enfants. Ben, tu vois, j'espère que tu as appris quelque chose. Oui, hein? Bah oui. Des écoles, oui. Donc voilà, ce reportage permet un peu de replacer, tu vois. Moi, quand j'ai vu ça, je fais « Ah, ben, j'aimerais aller dans une école comme ça serait le fun. Ah, ouais, Et donc, si tu peux, c'est le fun que tu nous aies permis de le diffuser. Ben, de rien, on est là pour ça. Merci en tout cas d'avoir parlé un petit peu de tout ça. J'espère que nous, en tout cas les autres jeunes et qui nous écoutent, et puis les parents ont pris un peu plus de notes sur c'est quoi une école alternative, la commission scolaire et tout le tralala. Donc voilà, ben moi je dois retourner jouer avec mes amis. Et puis nous on se dit à la semaine prochaine. Oui, alors moi je veux juste terminer un peu pour conclure. On va se laisser sur un reportage tout à l'heure qui a par rapport avec le sujet, mais en travaillant sur le sujet, là, parce que j'avais spécifié la semaine passée que on était en train de travailler sur un reportage vraiment sur l'école de Val d'Espoir, et il y a une décision qui a été prise de faire un documentaire durant cet été, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, et donc on travaille fort pour essayer de rendre un produit c'est ça, qui représente un peu toute la population, les démarches qui sont l'historique aussi de ce projet-là. Déjà dans le but de l'archiver, hein, pour que toi, plus grand, tu aies une trace aussi de si un jour tu vas dans cette école, hein, de savoir un peu comment les démarches, les difficultés que peuvent traverser, et si ça peut servir pour d'autres villages, ça serait super. En préparant cette émission, je suis tombé sur un article, un document même, qui a été publié dans la presse, lapresse.ca. C'est pas ton genre de site internet, là tu vas pas dessus toi, mais ça s'appelle « Abolir les commissions scolaires », point d'interrogation. Et là on a des intervenants comme des économistes, des avocats, des enseignants de l'université, des professeurs, j'en passe, même des députés qui apportent chacun leur point là-dessus. À l'époque justement où, un peu plus tard, en 2009, parce que Mario Dumont avait lancé le sujet en 2006, mais voilà, de faire là-dessus un point que je vous encourage à lire parce que c'est très intéressant, et on se rend compte dans le fond que c'est un sujet, une réflexion à faire, et que j'encourage les gens qui payent des taxes scolaires, parce que dans le fond, ce n'est ni plus ni moins, ça a été à l'époque voté pour ça, pour nourrir et mettre de l'argent pour les commissions scolaires. Il soulève souvent le point que si cet argent pouvait revenir dans le milieu directement, hein, au lieu de s'en aller dans un système plus bureaucratique et éloigné de la population elle-même, qui peut-être aimerait aussi s'occuper de l'éducation de leurs propres enfants. Donc, on ne va pas le cacher, hein, dans l'émission Avec ou sans caféine, moi-même et mon fiston, on a un avis là-dessus, donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, on se laisse sur un reportage, oui, on se dit au revoir là depuis tantôt, mais je vous laisse sur un reportage qui a été fait sur l'ouverture à Val d'Espoir, vu qu'on parle de Val d'Espoir, du Café du Village, qui a ouvert officiellement, qui est ouvert déjà depuis cet hiver, mais qui a fait un lancement de sa programmation de l'été, de son horaire plutôt qu'une programmation, mais il y a des formations, des cours qui sont donnés là,
l'ouverture du café, jeux, enfin vous allez avoir un petit topo. On a réussi à parler à M. Michel Plourde, un membre du CA, sur le sujet. Oui, donc c'est ça. Au revoir à tous, et puis va jouer avec tes amis, et nous on se dit à la semaine prochaine, toujours pour ce sujet un peu plus peaufiné de Val d'Espoir et de son école. Salut! Eh bien, par ici, c'est le nouveau Café du village qui vient d'ouvrir à Val d'Espoir. C'est un projet qui est en développement depuis quand même un certain temps par une belle équipe dynamique. Et on avait une difficulté, c'est qu'on n'arrivait pas à se trouver un lieu, c'est-à-dire acquérir un bâtiment qui puisse servir à nos besoins pour les activités qu'on veut faire. On a finalement trouvé une solution. On s'est associé avec un autre organisme qui occupe le bâtiment, le centre sportif, justement. On se partage les lieux à 2 organismes. Et eux font surtout des activités l'hiver. Nous, on va se concentrer sur l'été. Et puis, ce qu'on essaie de faire, c'est avoir un lieu où on peut avoir des activités et mélanger les générations. On pense souvent, bon, il y a des activités service de bar, c'est des adultes, on fait des petites activités pour les enfants, donc les plus vieux viennent pas. Nous, ce qu'on essaie de faire, comme on est un petit village, on n'est pas énormément de gens, ben, le plus possible, essayons de se regrouper et puis faire nos activités, vivre ensemble finalement. Dans un village, tout le monde est mélangé, on essaie de reproduire la même chose. Alors, c'est ça, on a ouvert une plage horaire avec différents types d'activités. Il y a des soirées de jeux, autant il y a des soirées de danse, il y a des journées où c'est ouvert tout simplement un petit comptoir où on peut se payer un bon expresso. C'est ça, c'est ouvert à tous. Bien sûr, j'ai beaucoup parlé du village de Val d'Espoir, mais évidemment, c'est n'importe qui est invité. Et puis, on espère vous y voir.